Ok, merci beaucoup. J'appelle Nadia Larose et Noria Larose et Nadine Buis-Lecomte à nous rejoindre. Pardon d'avoir interverti vos deux prénoms. Et Sally, tu voulais dire quelques mots? Oui, Michel vient de nous parler de l'organisation apprenante. Et j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Et j'ai lu tout Peter Senge. 5000 mots sur l'organisation apprenante. 5 disciplines. Ouais, la cinquième discipline. J'ai tiré de ce livre une chose que j'allais partager avec vous parce que j'ai trouvé ça super utile. Ça coûte rien et ça installe chez vous les réflexes d'une organisation apprenante. Et ça s'appelle le tire-bouchon. C'est-à-dire, si vous avez une réunion où vous avez un projet, où vous avez un plan ou un événement qui arrive et vous êtes avec votre équipe, vous posez la question, quelle est la théorie de travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelle est la nouvelle théorie de travail? Je vous donne un exemple. On a décidé qu'on allait payer nos vendeurs des très grandes commissions, un très grand pourcentage variable. Ça, et la théorie de travail, c'est qu'ils vont vendre plus. Okay? Ça, c'est un exemple. On va les payer beaucoup de commissions, ils vont vendre plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement stressés, ils ont poussé trop des clients et les ventes ont été perdues. Nouvelle théorie du travail, il faut un équilibre. Il faut un bon salaire de base et une motivation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais cette réflexe de faire le tire-bouchon, chaque fois que vous avez une réunion, vous avez une idée, vous avez une discussion, vous pouvez devenir une organisation apprenante tout de suite. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose, vous clarifiez quelle est la théorie de travail, quelle est la nouvelle théorie de travail. Voilà. Ça, c'est ma contribution pour cet après-midi. Merci, Sally. Alors, Noria, bienvenue. Directrice associée fondatrice du cabinet Nel et Associés. En particulier, vous conseillez des universités et d'entreprises pour digitaliser leur parcours, concevoir des dispositifs de formation. Et puis, on a aussi Nadine Buis-Lecomte, in English, Account Management Team Lead chez Cornerstone. En gros, vous avez un portefeuille de clients en France, mais aussi au Benelux, en Belgique, que vous accompagnez, là encore, par rapport aux solutions que vous proposez. Pour rien de vous cacher, le thème qu'on nous a donné était Mission Impossible. Capital humain et neurosciences, mythe et réalité. Déjà, la capacité d'associer l'un avec l'autre n'était pas évident. Et donc, on a quand même trouvé 5 mythes qu'on veut partager avec vous et puis ouvrir le débat autour de ces sujets-là. Le premier mythe, et je me tourne vers Noria, c'est capital humain, mais Gary Becker, 1990, totalement has-been. Plus personne n'emploie le terme capital humain. C'est vrai que quand... Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas. Oui, effectivement, quand Salim avait proposé le thème, moi aussi j'avais réagi en disant capital humain. Finalement, on en entendait beaucoup parler il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, on parlerait plutôt d'entreprise apprenante. Toi-même, tu l'as utilisé, cette expression tout à l'heure. Donc, c'est vrai que déjà, sur l'appellation capital humain, voilà, on avait un petit peu tiqué en se disant qu'aujourd'hui, on préférait parler d'organisation apprenante et que cette expression, finalement, derrière, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est vraiment de demander à chaque collaborateur d'avoir la capacité d'apprendre à apprendre. Alors après, ça aussi, ça ouvre d'autres questions qu'on abordera tout à l'heure, parce que tout le monde n'en est pas forcément capable, et que ça demande également de mettre en place un certain nombre de conditions pour effectivement développer les compétences des différents collaborateurs et de mettre tout le monde dans cette dynamique. Et justement, Noria, autour de ce sujet-là, toi, tu as identifié 2 grandes problématiques. Nouveau rôle du manager, et puis on en parlera juste après, le décrochage et comment on traite les cas de décrochage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, comme on est dans un contexte de VUCA où l'entreprise et les groupes sont amenés à évoluer, à se transformer, les managers ont des missions et des défis à relever tous les jours. Donc c'est vrai que c'est important de la part de l'entreprise de vraiment accompagner ces managers en les formant, en les accompagnant pour les aider eux-mêmes à transformer un petit peu la manière dont ils gèrent leur équipe et puis à apprendre à développer les compétences de leurs collaborateurs, à leur donner envie de s'engager dans des projets nouveaux qui sont de plus en plus transverses. On va travailler de façon matricielle. Donc il y a un certain nombre de défis qui sont posés aux managers et c'est vrai qu'un des enjeux, ça va être de bien les accompagner et de bien les former. Et on a le cas des décrocheurs, donc les non-serial learners dont on parlait tout à l'heure.
On doit les traiter de manière spécifique. Il y a des dispositifs à mettre en marche pour eux. Effectivement, pour tous ceux qui font de la formation depuis des années comme nous, on sait qu'il n'y a pas une manière d'apprendre ni une manière de former. Donc il va être important quand vous allez initier un dispositif de formation ou un plan de développement des compétences de penser aux différents profils de collaborateurs. Certains vont avoir comme levier de motivation le côté compétition. Donc il va falloir mettre en œuvre des dispositifs où vous allez valoriser la progression, de créer des challenges, etc. Et puis d'autres vont plutôt préférer apprendre en autonomie, seuls, sans l'aide de personne. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi toutes ces personnes. Et un des profils, c'est effectivement les personnes qui elles-mêmes ne sont pas autonomes dans l'apprentissage et ont besoin d'être accompagnées ou n'aiment pas forcément l'auto-formation. Donc là, il va falloir mettre en œuvre des stratégies spécifiques. Alors, on aimerait rendre ça un petit peu plus multimodal et digital. J'en ai vu certains qui sont déjà connectés, puisqu'il y a le slide. Pour ceux qui le souhaitent, on vous demande de vous inscrire sur Klaxoon, soit si vous avez l'appli en prenant en photo le QR code et ça vous y emmènera directement, soit en tapant simplement appklaxoon.com et derrière le mot de code RHWSRA. On va l'utiliser de 3 manières. On va vous poser déjà une première question où il y aura un oui/non et Nadine réagira là-dessus. Après, on va vous faire plutôt jouer sur un nuage de mots et en plus, on aura un fil de questions qui vous permettra éventuellement d'en poser. Donc, en attendant, vous me dites à peu près si ça fonctionne, si vous êtes prêts ou s'il y a des questions, le temps que tout le monde puisse se connecter. Qui va jouer là? Levez la main jusqu'on apprécie. Ok, super. Qui a l'appli QR code? Qui l'a fait en QR code, c'est-à-dire en version moderne? Ok, donc on a les early adopters. Qui a tapé app.klaxoon? La old school. Alors, je suis comme vous, hein, j'ai pas d'appli QR code, donc j'aurais fait aussi J'aurais fait le mode texte aussi. Je vais m'appuyer sur Sally quand elle sera prête. Je partirai du principe qu'on est tous prêts. Et qu'elle a pas ses lunettes. RHWSRA. R-A. Ouais. Rejoindre. Join. Ah non, il faut un nickname. Sally, par exemple. Là. Yes. Sam. Dame. Ok. Non, Sam. Sam. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors. Première question pour vous. C'est simple, il faut répondre par oui ou par non. Avez-vous mis en place une bibliothèque de contenu en libre service pour vos collaborateurs? Plateforme où ils peuvent aller piocher, picorer, choisir les contenus qui leur va bien. Oh là, le score est énorme. 2 tiers, 1 tiers. Hein. On a déjà presque de 100 votants. Ça marche bien, Klaxoon, hein, bravo. Hein, c'est pas mal. Hein. Ok. Allez, on va s'arrêter sur ce 1 tiers, 2 tiers à peu près, hein, si vous en êtes d'accord. Du coup, Nadine, par rapport à ça, on avait un deuxième mythe qu'on avait identifié, c'est est-ce que d'après toi, en fait, il suffit de mettre en libre service des contenus pour que les individus se les approprient, et puis comment vous avez traité et pourquoi vous avez mis en place ce type de solution? Merci Michel. Donc effectivement, on constate chez une grande partie de nos clients qu'on passe d'un mode qui était quasiment uniquement présentiel à des réflexions autour du digital. Pour autant, effectivement, alors il y a eu plusieurs types de cas, notamment on va vers le digital et on met une bibliothèque, mais pas forcément animée. C'est voué à l'échec parce qu'effectivement, on peut y aller au début, mais finalement pas dans la continuité. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des parcours blended qui vont être guidés. On aide les collaborateurs
à avoir le réflexe d'aller chercher, dans un contexte d'une situation managériale ou une pression à un instant T, on veut gérer son stress ou mieux gérer son temps, la possibilité d'avoir une bibliothèque en libre service permet de répondre, un peu comme dans nos usages au quotidien, je cherche à réparer quelque chose chez moi, je vais aller sur YouTube pour me former. Quelque part, l'entreprise doit amener ses ressources de qualité pour guider aussi les compétences de son capital humain, qui est effectivement quelque chose qu'elle doit faire évoluer. Ça fait partie de ses actifs précieux, même si un actif est quand même un peu, on va dire, on ne va pas les comparer à un actif financier, parce que c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. Et on s'aperçoit que les entreprises qui font la promotion de ces apprentissages ou de mettre à disposition ces cours, en tout cas chez nos clients, c'est vecteur de performance, parce que les personnes vont être engagées, elles ont la capacité de se développer. Ça fait partie des principaux critères notamment des nouvelles générations. La capacité à apprendre sur son poste fait qu'on retient aussi ses talents. Donc c'est aussi des compétences qui restent à l'intérieur de l'entreprise et qu'on peut développer. La guerre des talents facilite, est aussi un élément important pour que les entreprises se posent la question d'accompagner ses collaborateurs. Donc des parcours blended, du mobile, parce qu'effectivement souvent on le fait soit dans les transports en commun, soit à un moment où on souhaite donc en mobilité en déplacement, de pouvoir le faire facilement. Donc ça va être vraiment une combinaison de choses qui fait qu'on va pouvoir apprendre dans le flot de son travail. Et effectivement, les outils aujourd'hui, les technologies qu'on propose sont un super vecteur pour pouvoir communiquer ces sujets de manière, on va dire, fluide et simple. Ok. On voudrait enchaîner avec vous sur une vraie question, et je pense qu'il va vous animer. Et là, c'est un nuage de mots qui vous est demandé. C'est quand on vous parle de neurosciences, quel est le mot qui vous vient immédiatement? Il peut être génial, bullshit, sciences cognitives, peu importe. Voilà. Ah, c'est plus beau, hein. Bon, cerveau, à mon avis, c'est pas faux, hein. C'est bien, on a les bons élèves au moins. Ok. Intelligence, comportement, neurones. Un mot d'ancrage là qui vient d'arriver. Intelligence. Ça bouge sans cesse, hein. Ok. Alors justement, par rapport à ça, Noria, on a identifié un mythe qui serait que les neurosciences auraient révolutionné nos connaissances sur l'apprentissage et que ça nous pousserait à revoir tous nos dispositifs pour tenir compte de cette recherche. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc effectivement, ça c'est un vrai mythe. Les neurosciences, on en parle beaucoup depuis quelques années, comme si en fait elles révolutionnaient l'apprentissage. Ce n'est pas exact. Et pour travailler beaucoup avec des universitaires, des chercheurs, notamment des sciences de l'éducation, il faut savoir que finalement les neurosciences permettent aujourd'hui de valider des résultats d'études qui datent parfois d'il y a 50 ou 70 ans. Donc effectivement, scientifiquement, maintenant, on peut expliquer comment le cerveau fonctionne, ou en tout cas mieux, parce qu'il y a encore heureusement beaucoup d'inconnus, mais on comprend effectivement mieux comment on mémorise, qu'est-ce qui se passe au moment où on visionne une vidéo entre l'œil, les capteurs, voilà, on a cette meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau. Par contre, alors après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que comme les gens maintenant s'intéressent aux neurosciences parce que c'est un peu tendance et on en parle beaucoup, ce qui est intéressant, c'est que les gens se recentrent aussi pour se dire finalement cette formation, est-ce qu'elle est efficace? Donc ce que j'aime bien, c'est que derrière cette question est apparue l'envie d'en savoir plus sur comment on apprend, comment on peut mieux former, et ça je trouve que c'est essentiel comme interrogation pour avancer et pour mieux former. Un article de l'année dernière dans la Harvard Business Review qui a étudié que quand le mot neurosciences apparaissait dans un article de presse, la crédibilité de l'article augmentait de 300%. Par la simple utilisation de... Donc si demain vous voulez avoir un post impactant sur LinkedIn,
Mettez d'après les neurosciences et immédiatement les gens vont se dire que c'est carré et sérieux. Par rapport à ça, Nadine, chez Cornerstone, que ce soit chez vos clients ou la façon dont... Comment ça a fait évoluer votre façon de voir un peu vos dispositifs de formation ? Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que les gens vont apprendre de manière très diverse, notamment à travers les générations. Et donc, la curation du contenu, les formats, c'est-à-dire qu'on peut pas... Par le passé, on a souvent eu un format valable pour tout le monde, un peu comme le modèle de l'école où tout le monde suit le même programme. Finalement, aujourd'hui, on est capable d'identifier que quelqu'un d'une jeune génération, né après les années 2000, qui est digital natif, va apprendre de manière assez différente de quelqu'un qui est plutôt senior. Donc c'est comment répondre à une même problématique de différentes façons. Alors Cornerstone, à travers sa plateforme unifiée de gestion des talents et notamment un moteur de compétences, va être capable d'identifier des grandes compétences, alors notamment avec l'acquisition de Clustery récemment, qui est un IA ou en tout cas des algorithmes autour de la détection de compétences d'un individu par du parsing de CV par exemple. Ça va être associé à ces compétences et à chacun des métiers, des grandes compétences, mais aussi à l'individu, quelles sont ses grandes compétences, et puis peut-être aussi pour le motiver, c'est-à-dire quel est mon chemin de carrière demain, vers quoi je veux progresser, en me positionnant sur ce marché, l'outil va être capable finalement de lui proposer un certain nombre de contenus de formation qu'il va pouvoir choisir par rapport à soit des notations de ses collègues 5 étoiles ou par rapport à des sujets d'intérêt qu'il a déclarés ou un poste vers lequel il veut aller, sur lequel on veut le mettre en succession et le guider dans son apprentissage en poussant certains contenus, alors à travers des playlists. Donc là, vous retrouvez effectivement des usages qu'on a dans le quotidien pour écouter de la musique ou des séries, par exemple avec Netflix. Pour les digital natifs, on a sorti récemment avec nos studios une série de 27 titres pour des jeunes qui sont nés après les années 2000 pour pouvoir se former en ce qu'on appelle en nano-learning. C'est 90 secondes, notamment sur les codes sociaux en entreprise. Donc, par exemple, sur tel sujet, est-ce que je dois l'aborder par SMS avec mon manager ou plutôt en rédaction à travers une réunion ou par email. Donc, toutes ces questions, elles se posent pour des digital natifs qui connaissent tous les produits digitaux, qui savent naviguer et utiliser les réseaux sociaux, mais pour autant qui parfois ont besoin sur leur introduction dans l'entreprise de code sur les fonctionnements. Et tu nous disais qu'on était entre l'information et la formation. C'est plutôt aussi... Exactement. Donc, ils ont l'habitude de passer d'un sujet à l'autre dans le contexte de leur quotidien. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas forcément passer une journée en salle pour apprendre quelque chose, mais aussi se former par des échanges avec d'autres collaborateurs. Donc, les communautés, le partage à travers des experts qui eux-mêmes peuvent être reconnus dans l'entreprise. Quand j'arrive dans une entreprise, je ne connais pas forcément les experts de tel ou tel sujet. Par contre, si j'ai un portail qui me permet de disposer de la thématique X ou Y et que je puisse y accéder et poser des questions à cet expert que je ne connais pas, mais pour autant, c'est quelque chose que je fais naturellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va me faciliter la vie quand je vais rentrer dans les entreprises. Okay. C'est le moment de vous interroger sur 3 grandes questions. IA et learning, les grands pros, levez la main, ceux qui sont... technophile IA, ça va améliorer, augmenter l'expérience, etc. Levez la main. Ouais, il y en a, j'espère, quand même, quelques-uns. Parce que j'ai compris que vous étiez tous des modérés. Hein, donc, les grands négatifs, alors levez la main. Et les gens du milieu, en même temps, levez la main. OK. Neurosciences et learning. Les grands pros, c'est très utile, ça change tout. Levez la main. Un peu plus de succès. Et au contraire, c'est un champ disciplinaire qui est très intéressant, mais qu'on ne devrait pas réimporter comme ça dans le learning. Levez la main. Alors, si même Alain Maignan, dont j'ai appris le thème de la formation en lisant ses bouquins, lève la main, ça serait intéressant. Ça fera un petit fighting. Un bot 24 heures sur 24 qui, en début de programme, te dit « Salut, je m'appelle Julie Oussam et je vais t'accompagner », qui vous pousse des petits contenus dans le métro quand le métro ne vient pas, ou qui vous dit « Petit piqueur de rappel ». Les fans, levez la main. Ceux qui trouvent ça gadget, levez la main. Et c'est très partagé. Ah, Artus, tu veux amener la salle un peu à fighter là, et à te positionner un peu sur ces grands sujets ?
En te présentant en quelques mots, parce que tout le monde se demande pourquoi tu es là. Je suis arrivé à la bourre, en fait. Ben, on a perdu 2 minutes parce que Sally t'attendait, si je veux tout dire. Donc, pardon. Vas-y. Alors, déjà, merci pour tout ce que tu as rappelé et vos réponses aussi. Moi, il y a 3 choses qui m'ont marqué dans ce que tu expliquais. Je vais revenir sur la question de l'IA après. La première chose que tu as dit, c'est l'un des freins à l'apprentissage, c'est la peur. Et alors, ce que j'ai appris des neurosciences, et je dis pas ce mot juste pour réattirer l'attention, mais c'est que une peur dans notre système nerveux ou dans notre corps, dit de façon un peu simpliste, ça a une durée de vie de 90 secondes, un peu comme le nano-learning finalement. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose à mettre en place, un petit tip à mettre en place au quotidien. Quand j'ai peur, quand j'arrive en réunion, quand j'arrive à la bourse sur scène, quand je dois rentrer dans un rendez-vous client, je laisse 90 secondes passer pour que cette émotion qui circule dans mon sang ait le temps de s'évacuer. Et quand je fais ça, je me redonne la capacité peut-être justement d'apprendre et d'être dans le moment. C'est une petite chose qui marche très bien et que personnellement, moi, j'ai appris des neurosciences. La deuxième chose dont tu as parlé, qui m'a marqué, c'était la sécurité psychologique qui est essentielle à donner la capacité d'apprendre et peut-être d'être une entreprise apprenante. Je pense qu'on est tous capables de créer un cadre de sécurité psychologique lorsqu'on fixe des normes. Par exemple, avec mon équipe ou lorsque j'arrive en réunion, je propose des normes de travail à l'équipe. C'est-à-dire, je propose par exemple 3 normes, les 3 S, on s'écoute parler, on s'exprime de façon authentique et on met tous nos portables en silence. Le simple fait de proposer ces normes, on crée un cadre de sécurité psychologique. Le simple fait de le proposer, de demander à l'équipe si on est OK, si on veut les faire évoluer ces normes, on crée, selon mon expérience, 80% de sécurité psychologique, ce qui permet à l'équipe, pendant le temps de la réunion, d'être avec cette ouverture d'esprit qui permet d'apprendre. Et la troisième chose qu'on a abordée, c'était finalement cette technologie ou l'IA, quelle place elle peut avoir. Alors moi je suis un peu entre les deux, je dis oui pour l'IA et la technologie, mais si elle est au service de l'homme. C'est-à-dire que selon moi, je vais être plus concret, c'est très addictif la technologie. On a démontré, il y en a sûrement certains d'entre vous qui ont lu ces articles et qui montrent que le fait de regarder son téléphone, c'est le même niveau d'addiction que la cocaïne, littéralement. Donc si on développe des technologies où on aide l'utilisateur à prendre conscience, à ne pas devenir addict, mais que plutôt ça l'aide à savoir comment s'en servir, moi je dis oui, pourquoi pas. Mais c'est pas évident. Aujourd'hui, je crois pas que les téléphones, notamment les iPhones, soient faits pour ça. Pour illustrer très concrètement comment personnellement je fais ça et rendre ça un peu concret, moi mon téléphone il fonctionne comme ça, j'ai qu'une icône téléphone et c'est la seule où j'ai autorisé à avoir des notifications. Tout le reste c'est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que quand moi je décide consciemment d'aller voir ces applications, notamment certaines de learning, que je vais les voir. C'est pas la technologie qui prend le dessus sur moi. Il n'y a que le téléphone où j'ai autorisé la technologie à dire je t'autorise à m'interrompre. Après chacun fait comme il veut. Donc voilà, ça c'est okay. 3 petites choses qui me venaient en écoutant. Nadine Noria, vous avez un 4e mythe, c'est le mobile first, systématique quoi. Aujourd'hui, il faut que ça soit mobile, pensée mobile, les gens apprennent sur leur mobile, etc. Vous pouvez nous dire pourquoi c'est un mythe plutôt qu'une réalité? Alors, de l'expérience que j'ai chez nos clients, effectivement, on souhaite mettre à disposition le mobile. Si on prend l'exemple d'un de nos clients, une ESN, donc Société de Services Informatiques, on a 95% de consultants qui travaillent chez les clients. Chez certains clients, c'est interdit d'utiliser ces mobiles pour des questions de sécurité, donc il reste le temps de trajet ou chez soi pour se former. Donc pareil, il faut quand même accorder du temps aux personnes pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences et c'est pas applicable sur tous les sujets. On peut regarder une vidéo TED Talk par exemple ou faire un quiz ou regarder un concept autour de la gestion de son temps ou de la gestion du stress sur le retour de son chemin entre le client et chez soi. Pour autant, apprendre Java, Microsoft Azure dans les transports, bon, l'application est quand même un peu limitée. Je pense qu'il faut mieux retourner tranquillement dans un espace calme. Même si on n'est pas en présentiel, on peut se mettre au calme et apprendre des compétences, on va dire, plus poussées.
Noria, tu veux réagir Oui, je là-dessus partage sur tout à autre chose fait. d'ailleurs? Oui. Non, mais je partage tout à fait. C'est vrai que là aussi, pour moi, ça fait un peu partie des mythes où on parle des neurosciences. On a 300% de fréquentation en plus. De la même manière, on va nous montrer des photos de gens qui travaillent, qui se forment dans l'herbe avec leur téléphone, à la plage, etc. Bon, c'est très sympa, ça donne une image un petit peu glamour de la formation, mais concrètement, il ne faut pas rêver. On a, comme vous disiez, il faut avoir parfois peur. Se former, c'est aussi fournir un effort, et cet effort, il faut aussi se consacrer, enfin prendre le temps de l'attention et puis se concentrer sur certaines résolutions de problèmes. On va passer par là pour se former. Donc après, le mobile, ça peut être intéressant pour mémoriser des choses. Donc effectivement, on peut faire des petits quiz d'ancrage mémoriel sur son téléphone. Après, on peut également consulter des informations sous format vidéo, des petites capsules vidéo, etc. Mais ça reste sur un niveau d'objectifs pédagogiques de niveau 1 ou 2 de connaissances. Donc voilà, il ne faut pas délirer en se disant qu'on va tous se former avec notre smartphone demain à 100%. Le présentiel et d'autres modalités de formation sont aussi essentielles. On n'a pas eu un succès fou sur les questions, hein, mais on a quand même une qui s'est imposée, avec un petit score. Comment éviter que les services formation des grands groupes considèrent suffisant de faire du e-learning, digital learning, sans vérifier l'implication, la motivation et les apprentissages? Comment on arrive à ancrer chez les... Alors moi, je constate quand même auprès de nos clients qui sont aussi des grands groupes que les responsables formation, les services formation souhaitent de plus en plus mener des enquêtes pour voir effectivement quel est l'impact réel des dispositifs de formation. D'ailleurs, je vous invite demain, si vous êtes présents, à aller à notre étude de cas avec Groupama, où on a fait ce travail d'évaluer le dispositif qu'on a mis en place en blended learning. Donc je trouve que ça évolue et que heureusement, et nous en tant que professionnels et de concepteurs de formation sur mesure, on souhaite aller étudier justement quels sont les résultats sur le terrain en situation de travail pour voir quel est le transfert de connaissances ou de compétences qui s'est effectué à l'issue des formations qu'on propose. Ça, pour nous, c'est essentiel. Sinon, on arrête notre métier. C'est vraiment crucial et je trouve que nos clients sont plus impliqués et plus conscients de l'enjeu parce que derrière, il y a quand même un impact aussi de performance pour l'entreprise. Okay. On le voit aussi dans l'usage des plateformes où les modalités sont maintenant très complémentaires et notamment des programmes managériaux. Avant un présentiel, on va peut-être mettre 2 ou 3 e-learning pour ancrer les concepts qu'on va voir avec une raison d'être en présentiel, c'est-à-dire des cas pratiques, des cas d'usage travaillés en salle, qui vont ensuite être poursuivis par d'autres e-learning, des quiz et effectivement sur un programme de 3 à 6 mois, de pouvoir continuer de garder à disposition finalement des contenus qui, lors d'une situation, me permettent d'y accéder, mais aussi de pouvoir tester mes connaissances et les rafraîchir sur une certaine période. Donc ça, c'est effectivement important. On le voit beaucoup chez les clients aujourd'hui qui reviennent du tout e-learning qui, effectivement, est voué à l'échec. Je ne sais pas, le gong a résonné. Il faut qu'on s'arrête ou pas, Sally, là, où on a le droit de rester 1 heure de plus et chatter. Ouais. Je ne pense pas, mais pour répondre à cette question, moi, je préconise l'idée de l'activité, parce que la seule chose qui ajoute vraiment de la valeur après la formation, c'est le changement de l'activité. Les compétences en soi n'ajoutent pas la valeur, ça ne change rien, mais c'est l'activité, si l'activité change. Et par exemple, quand je faisais des formations de chef de projet, on faisait beaucoup avec du e-learning, on a mis en place des mesures de performance. Et pour des chefs de projet, c'était facile. On a décidé qu'un bon chef de projet a 0 dépassement du budget, 0 dépassement du temps et 0 dépassement du spécification. Ça, c'est facile à mesurer. Puisqu'on a mis ces mesures en place, on l'a eu. Parce que ce que vous mesurez, vous l'aurez. Et je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités avec Cornerstone et d'autres plateformes pour faire ça, mais on ne le fait pas assez. Tout à fait, c'est encore des démarches assez embryonnaires. Ce qui est important aussi de noter... On est obligé d'arrêter, mais... Bon, d'accord. Non, c'est qu'en fait, la fonction formation se décentralise aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manager a un rôle de coach. Et dans même... Alors, c'est l'intérêt des suites unifiées où, à un moment donné, on va sortir d'une situation de réunion où il y a eu une difficulté de gérer une objection. Le manager va pouvoir, dans le plan de développement de son collaborateur, lui pousser soit du coaching avec quelqu'un, soit un e-learning. Donc, un certain nombre d'activités qui donnent finalement le pouvoir, soit à l'individu, soit à son manager, de le guider dans son apprentissage et dans l'acquisition de nouvelles compétences. Artus, tu veux... Non, alors, ok, non, il y a une phrase, Artus, une phrase.
on retient de- 95% de ce que l'on vit, Ouais. donc l'activité, et peut-être 10% de ce que l'on entend, de ce que l'on lit. Donc tu veux dire que cette conférence sera oubliée immédiatement après Non, avoir parce qu'on a été... vécu un bon moment. On l'a vu, Ah. oui. Ouf. Et Noria, le mot de la fin? Non, c'était par rapport aux indicateurs, effectivement, de penser à définir les indicateurs clés pour évaluer l'efficacité de ce dispositif en amont et pas après, parce que là, du coup, il y en a des surprises. Merci beaucoup à tous et à toutes. On est encore là si vous voulez débattre, mais en off, en informel. J'espère que cette séquence vous a plu et à bientôt sur le salon. Merci. Merci. Et à 16h, en salle Londres, si vous voulez continuer le débat, je donne un petit talk aussi. Merci beaucoup. Pardon d'avoir été un peu en retard.